tous, bienvenue sur ce premier podcast des acteurs jeunesse en Savoie. Nous sommes le 21 novembre 2024, nous sommes à la Halle Olympique d'Albertville pour cette journée de rentrée des professionnels jeunesse de Savoie. Avec moi, pour ce premier podcast, je reçois les deux intervenantes qui ont participé à la table ronde, aux échanges qui ont eu lieu en début de matinée sur la thématique coopérer pour mieux accompagner les jeunesses. Avec tout d'abord Julie Couronné, vous êtes sociologue, chargée d'études et de recherche à l'INJEP. Et Valérie Becquet, vous êtes sociologue, spécialiste de l'engagement des jeunes, de la citoyenneté, et vous êtes aussi également autrice de plusieurs ouvrages et d'articles que l'on peut retrouver sur différentes plateformes ou magazines. Première question comme ça, à chaud à toutes les deux. Pourquoi c'est important pour vous de venir présenter vos résultats de recherche, là, comme ça, devant les acteurs jeunesse de Savoie ? Julie. Alors ça apporte beaucoup parce que à l'INJEP en tout cas, on a vraiment à cœur de pouvoir diffuser au plus grand nombre les résultats de nos recherches pour que les résultats puissent être diffusés, pour que les professionnels puissent se les approprier. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent aussi prendre, c'était un peu l'objectif de la journée, prendre du recul en fait sur ces pratiques, sur la manière dont on se représente les jeunes et avoir un moment comme ça de respiration. On l'a bien vu, le temps est très contraint pour les professionnels et finalement en fait ces espaces d'échange, de dialogue où on peut prendre un petit peu de la hauteur sur ces pratiques professionnelles sont assez rares en fait quand on écoute les professionnels de jeunesse. Et puis moi, ça me permet aussi de faire des rencontres et de découvrir comment se structurent aussi les politiques jeunesse d'un territoire à un autre. Et voilà, on voit bien que ça se structure pas de la même manière d'un territoire à un autre. Et c'est important d'en comprendre les raisons et d'avoir une connaissance de la cartographie des politiques publiques. Pour vous, Valérie ? Alors c'est une réponse qui va être assez complémentaire. Je pense que quand on fait de la recherche... Déjà, on va sur le terrain pour recueillir des données et c'est une manière de rendre finalement ce qu'on a reçu, c'est-à-dire de boucler un petit peu la boucle. Les chercheurs consacrent plus ou moins de temps justement à la dissémination, à la valorisation, à la mise à disposition de leurs connaissances en dehors des supports académiques, des livres, etc. Donc ça fait partie, c'est une partie de notre travail. Et puis... Ce qui est intéressant dans les échanges, c'est que on voit que nous, disons que les professionnels ont des vécus quotidiens, etc. Donc on essaie de montrer que ça s'inscrit dans des dynamiques plus générales, des dynamiques qu'ils n'ont pas nécessairement eux le temps de documenter, de prendre le temps de lire. Donc ça peut être un moment de mise en relation, de recontextualisation aussi de leur vécu quotidien de professionnels. Moi j'ai relevé, Valérie, que dans votre intervention, vous avez comparé le réseau des professionnels jeunesse à une constellation. J'ai bien aimé cette image. Une multitude de profils dans un ciel très vaste, très infini, venant le plus souvent de profils différents. Moi, par exemple, je suis informateur jeunesse, mais je suis issu de la monde de communication. Je suis imprimeur à la base, en fait. Mais je travaille dans le milieu de l'information jeunesse où j'accompagne le public des 16-25 ans sur des problématiques comme les jobs, le logement, la formation, etc. Et j'utilise donc des compétences à l'intérieur pour mon métier. Selon vous, comment ces différences de profil et de parcours peuvent-elles devenir une richesse pour mieux accompagner les jeunesses, en fait ? Alors, ça, c'est une bonne question parce qu'effectivement, si on a des personnes qui ont à peu près tous le même parcours, ils vont toujours avoir un prisme de lecture des publics, des problèmes, des manières d'agir uniforme. En fait, ça homogénise énormément la prise en charge. Tandis que si vous avez des personnes qui viennent d'horizons différents, ça fait une pluralité de regards. Par exemple, vous dites que vous venez du domaine de la communication. Quand on voit par exemple le rapport des professionnels aux réseaux sociaux qui sont plutôt vus comme des risques, le fait que vous veniez de la communication, ça peut vous permettre peut-être de partager avec vos collègues un autre regard sur les usages de la communication comme une modalité non risquée, positive. Voilà, donc ça peut... Si les compétences inhérentes à la diversité du parcours sont utilisées, c'est-à-dire vraiment mobilisées, ça peut devenir une richesse pour les pratiques professionnelles. Le tout, c'est de les partager, etc.
Julie, Julien Magnès, qui animait la table ronde, vous a demandé de nous dessiner un peu le portrait de type d'un jeune aujourd'hui en 2024. Vous avez dit que c'était normal d'avoir son bac aujourd'hui, mais que ce n'était plus le diplôme phare. D'un point de vue statistique, un enfant cadre a plus de chances d'être cadre à son tour qu'un enfant de parents ouvriers, que le chômage baisse, mais que les jeunes sont quand même soumis à des contrats de plus en plus précaires. La précarité étudiante aussi, elle existe, elle devient de plus en plus problématique parce qu'elle augmente également. Il n'est pas très joyeux ce portrait. Alors, il n'est pas très joyeux, je m'en excuse, mais en fait ce que j'ai voulu souligner, c'est le poids des inégalités sociales. En fait, il y a une partie de la jeunesse qui s'insère professionnellement de manière rapide et qui accède à l'emploi stable. Il y a une partie de la jeunesse qui va trouver un logement plus facilement qu'une autre partie. Voilà. Et donc cette jeunesse qui réussit à s'insérer durablement sur le marché de l'emploi et de manière plus rapide, c'est quand même une jeunesse qui est issue des classes supérieures. Voilà, c'est une jeunesse qui a des conditions économiques de vie plus favorables qu'une jeunesse issue des classes populaires précarisées. Et donc on voit, on l'entend souvent cette formule, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Il y a une jeunesse qui est beaucoup plus mise à l'épreuve, et cette jeunesse elle vient des classes populaires précarisées, qu'une jeunesse des classes supérieures. Et entre les deux, on a une jeunesse issue des classes moyennes, qui a des ressources quand même économiques relativement stabilisées, mais quand même qui formule des difficultés à trouver une alternance, à trouver un stage. Les débuts de la vie active, c'est souvent des stages, des services civiques, des rémunérations plutôt faibles. Et donc, c'est assez intéressant de souligner qu'ils ont eu du soutien économique, ils ont eu du soutien familial pour réussir à l'école. Ils ont eu des diplômes qui n'ont pas toujours tenu leurs promesses. Et ils sont mis en difficulté sur le marché de l'emploi, sur le marché scolaire et sur le marché du logement. Voilà, la problématique du logement, elle est très forte. Mais encore une fois, tous les jeunes ne sont pas mis à rude épreuve de la même manière. C'était ça que je voulais souligner ce matin. Dernière question, on a eu dans les témoignages à la fin, avec le micro qui a circulé, des propos autour de la difficulté pour les acteurs jeunesse de parler le même langage pour mieux coopérer. Quelles seraient les clés pour aider les acteurs jeunesse à développer un langage commun et à surmonter ces incompréhensions afin de renforcer leur coopération au service des jeunes? Ce serait quoi pour vous? Alors, il y a plusieurs pistes, c'est-à-dire qu'on pourrait s'amuser à créer des dictionnaires presque de l'intervention jeunesse en essayant de repérer tous les sigles, tous les mots, etc. C'est vrai que des échanges autour des mots, qu'est-ce qu'un jeune en problème, en difficulté, de déconstruire en fait son propre vocabulaire. Et puis il y a du vocabulaire qui surgit comme ça. On parle de génération machin, on parle d'invisible, etc. On ne sait pas d'où ça vient, mais on se met à les utiliser sans même se poser de questions. Il y a des espèces d'allant de soi, mais ça suppose effectivement de prendre les mots et beaucoup d'échanges. Je pense sur le vocabulaire. Pour se comprendre, il faut échanger principalement. Alors moi, je compléterais le propos de Valérie en disant que si c'est pas clair pour les professionnels, ça l'est encore moins pour les jeunes. Et que je pense qu'il y a quand même un travail presque pédagogique à faire auprès des jeunes. Quand on leur pose la question, c'est pas toujours en fait si évident pour eux de distinguer une assistante sociale scolaire d'une assistante sociale de secteur, un animateur socio-culturel, d'un éducateur de prévention spécialisé. Pour les professionnels, ça paraît clair. Mais pour les jeunes, quand vous leur posez la question, parfois, en fait, ça n'allait pas. Et je pense que, en fait, il faut faire un travail pédagogique pour dire, voilà, moi, j'interviens dans ce cadre-là, on simplifie. On simplifie le propos pour que le jeune puisse distinguer les professionnels qui l'entourent et puisse comprendre, que fait un tel, sur quelle problématique. Et c'est pas toujours facile, en fait. Quand on leur pose la question, par moments, c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est aussi de dire à quel moment qui est intervenu. Voilà. Le regard rétrospectif sur son parcours, un tel, il est intervenu, je ne sais plus trop. Tu es rentré dans un dispositif spécialisé, dans un dispositif scolaire spécialisé. Pour quelle raison? Il n'est pas toujours en mesure de dire, je suis rentré en SECPA. En fait, je ne sais pas. Je ne sais plus. Voilà. Merci
à toutes les deux et bienvenue en Savoie avec cette neige qui continue de tomber à Albertville aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci.